Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Luc Semal. Luc Semal est maître de conférences en sciences politiques au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Spécialiste des mouvements et des mobilisations écologistes, il a publié « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes », un essai tiré de sa thèse soutenue en 2012. L'ouvrage retrace l'histoire de l'écologie politique et de sa composante catastrophiste, depuis ses origines jusqu'à la popularité récente des théories de l'effondrement. Le catastrophisme, c'est une pensée politique du basculement à potentiel apocalyptique dans lequel nous sommes pris. Il étudie notamment le courant de la décroissance et celui des villes en transition, deux mouvements qui ont émergé en France et en Grande-Bretagne dans les années 2000 et qui se sont structurés autour des questions des limites planétaires et de l'insoutenabilité des sociétés industrielles, en réaction au discours institutionnalisé du développement durable. Ce discours des limites, il revient vraiment avec l'émergence de mouvements très contestataires pour le mouvement de la décroissance, plus, disons, stratégiquement inclusifs pour le mouvement des villes en transition, deux mouvements qui ont le point commun de reparler de pics pétroliers, dont on n'avait pas parlé depuis des décennies dans l'écologie politique. Luc Semal s'est aussi intéressé au rôle moteur et mobilisateur que la peur peut jouer au sein de ces mouvements, allant à l'encontre des idées reçues sur son caractère pessimiste et décourageant. La peur fait partie des mobilisations écologistes. Ça ne veut pas dire que les mobilisations écologistes se résument à la peur. Nous avons parlé de l'histoire de l'écologie politique, du catastrophisme comme phénomène idéologique et du rôle des émotions au sein des mouvements écologistes. Luc Semal, bonjour. Bonjour. Tu viens de publier il y a quelques mois un ouvrage qui s'appelle « Face à l'effondrement, militer à l'ombre des catastrophes ». Pour commencer, je voulais d'abord savoir comment tu en es arrivé à travailler sur ce sujet du catastrophisme et ensuite comment du coup l'émergence de la notion d'effondrement très fortement dans le paysage théorique et médiatique français ces dernières années a re-questionné ton travail. En fait, comment j'en suis arrivé à travailler sur ces sujets-là, j'ai toujours eu un penchant naturaliste et disons que en tant que jeune adulte et étudiant, j'ai assez vite eu un penchant écologiste, disons que je dirais soft après coup, disant qu'il fallait protéger la nature. On est au tournant des années 2000. Il faut protéger la nature, il faut protéger la biodiversité. On commence à parler de réchauffement climatique. Oui, il faudrait protéger le climat. Et je me suis tourné vers une spécialisation, un master sur le développement durable dans la première moitié des années 2000. Et en fait, assez vite, grâce à des enseignants et puis aussi grâce à des lectures personnelles, quand on commence à creuser les questions de biodiversité, de réchauffement climatique, ce qui apparaît assez vite quand même, c'est que il y a un décalage entre les diagnostics qui sont très très rudes déjà dans le début des années 2000 quand on commence vraiment à creuser, et puis les propositions telles qu'elles sont portées par le développement durable ou les théories de la croissance verte. Et en fait, c'est pendant mes études sur le développement durable que j'ai rencontré les théories de la décroissance, notamment, et ensuite le mouvement des villes en transition, le mouvement de la décroissance. En fait, c'est le développement durable qui m'a amené sur les idées catastrophistes, c'est les insuffisances du développement durable. Et de là, j'ai commencé une thèse sur les mobilisations qui essayaient de développer un discours critique sur le développement durable et qui... assez vite à la lecture, on constate qu'elle manifeste une certaine inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Alors, une inquiétude qui est tempérée par des propositions d'action, des propositions de réponse qui seraient davantage à la hauteur des enjeux, et notamment fondées sur une décroissance des flux de matière et d'énergie. Donc dans le mouvement de la décroissance, c'est très clair. Dans le mouvement des villes en transition, c'était un peu plus emballé dans un discours positif et inclusif et peu clivant, mais il y avait tout de même cette idée dès le départ que on allait vers une descente énergétique assez raide. C'est à l'époque où on parle beaucoup de pics pétroliers.
Et voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur ces approches que j'ai choisi d'appeler catastrophistes pour leur donner un nom. Donc ça, c'était donc après la thèse est parue en 2012. Donc la thèse, c'est 2007-2012. La thèse est parue en 2012. Donc ma deuxième question, c'était, considérant que ces dernières années, il y a eu un renouveau de la pensée catastrophiste avec la collapsologie, tout le discours autour de l'effondrement qui a pris une place quand même très très forte même au sein du grand public, on peut dire désormais. Alors peut-être c'est un peu déformé aussi cette pensée-là par les médias, mais comment ça s'est passé quand tu as vu que ce mouvement émergeait? Ça a dû à la fois te confirmer dans tes idées précédentes et puis peut-être remettre en perspective pas mal de choses. Ce qui a beaucoup changé entre la soutenance de la thèse en 2012 et la publication du livre en 2019, et ce que j'ai le plus changé, c'est que je crois vraiment qu'on a passé un cap, l'expression un peu trop grosse. Le contexte a quand même évolué assez fortement. Quand je fais ma thèse sur les villes en transition et le mouvement de la décroissance, c'est dans un contexte où il y a encore un fort clivage entre, d'une part, les partisans de la décroissance et d'autre part, les partisans du développement durable. Et en fait, déjà en 2009, avec le fiasco du sommet de la COP de Copenhague, avec la publication du livre de Tim Jackson sur la prospérité sans croissance, etc., au fil des ans, en fait, on voit plusieurs phénomènes qui vont intervenir concomitamment au fil des ans. C'est d'abord un assèchement de la croyance en le développement durable, c'est-à-dire un assèchement dans la confiance dans les perspectives de maîtrise du réchauffement global, c'est-à-dire que l'objectif des 2 degrés paraît de plus en plus inatteignable. La perspective du découplage entre croissance et consommation d'énergie, ou entre croissance et émissions de gaz à effet de serre, devient de moins en moins crédible à mesure que les années passent. Et donc toute la rhétorique des petits pas, des petits gestes, des petits progrès, puis des technologies vertes. Les technologies vertes deviennent de plus en plus fragiles. Et là-dedans apparaît, disons, le phénomène médiatique autour de la collapsologie et de l'effondrement depuis 2015. Et ça s'inscrit donc dans un contexte d'assèchement des perspectives institutionnelles de maîtrise de la crise écologique. Ça s'inscrit dans un contexte d'assombrissement de nos horizons climatiques et écologiques, et ça s'inscrit dans un contexte de démarginalisation de cette perspective catastrophiste, à mon avis, sur laquelle je travaillais. C'est-à-dire qu'elle n'est plus portée seulement par quelques militants qui sont assez facilement traités de marginaux, disons, par la pensée mainstream, mais il y a une espèce d'effet de balancier. Il y a tout à coup une diffusion, alors je pense pas mainstream, c'est une diffusion ambivalente, mais il y a une diffusion quand même beaucoup plus large des inquiétudes fortes liées à la crise écologique par rapport à l'époque de ma thèse, qui était seulement finalement il y a 7-10 ans. Donc, dans le livre, un des points qui est assez intéressant, c'est que tu rappelles que le discours sur la catastrophe écologique est vraiment loin d'être récent, et que dès la naissance de l'écologie politique, il y a eu cette ombre de la catastrophe qui planait, et peut-être même avant les années 70, au moment de la bombe nucléaire, il y avait déjà cette pensée, cette réflexion même philosophique autour de l'idée de catastrophe. Est-ce que tu peux rappeler un peu les grandes phases de cette pensée catastrophiste ? Alors, il y a plusieurs manières de raconter l'histoire, puisque tu parles de la bombe atomique. On peut commencer par là. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Günther Anders, qui est un philosophe allemand, qu'on a coutume de présenter comme premier mari de Hannah Arendt, et qui était aussi un compagnon d'études de Hans Jonas. Et ce qui m'a beaucoup inspiré chez Günther Anders, c'est la manière dont il traite de l'irruption de la bombe atomique, en fait, dans l'existence humaine, avec l'invention de la bombe atomique et l'utilisation de la bombe atomique et la réutilisation à Nagasaki de la bombe atomique. En fait, dit-il, on entre dans quelque chose de radicalement nouveau.
pour l'humanité. On entre dans une période où la possibilité d'anéantissement, de disparition de l'humanité n'est plus une hypothèse théorique ou métaphysique ou religieuse, mais devient un fait matériellement avéré, concrétisé par l'existence de la bombe atomique. On peut nier l'existence de la bombe atomique, il n'en demeure pas moins qu'elle va continuer à exister et qu'elle va peser sur nos existences, que nous le voulions ou non, que nous en parlions ou non, que nous en fassions un objet politique ou pas. Et Günther Anders, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe une pensée très, très sombre, et pour autant, c'est quelqu'un de très engagé. C'est-à-dire qu'il va beaucoup s'engager pour la dénucléarisation, en disant que l'engagement est une forme de devoir moral si on ne choisit pas le camp du nihilisme, si on choisit de ne pas être indifférent face à ce sujet. Et donc, il faut militer, s'engager à l'ombre de la bombe, sans être dupe, c'est-à-dire que l'ombre de la bombe, elle demeurera, mais il faut s'engager pour permettre aux sociétés humaines de retrouver un minimum de confiance dans la possibilité d'existence d'un long terme. C'est un remède au désespoir aussi. Et c'est aussi un remède au désespoir. Et donc, la bombe atomique, en fait, pose déjà un peu un cadre dans lequel l'humanité se situe objectivement face à des risques globaux et à des menaces existentielles, en fait. Et la crise écologique, à partir des années 1960-1970, à partir du moment où on commence à en parler, à s'en soucier, va complexifier la question. Je dis complexifier, c'est-à-dire que ça ne se substitue pas à la bombe atomique, parce que la bombe atomique fait toujours partie de la crise écologique. La prolifération du nucléaire civil et militaire fait partie de la crise écologique, parce que ça aggrave le problème. Ça rajoute beaucoup de potentiel apocalyptique à ce qui nous attend. Et donc, à partir des années 60-70, on voit se développer une pensée de la catastrophe qui a été initiée par la révolution industrielle, en fait, et qui va connaître des ramifications multiples ensuite, avec les problèmes posés par la finitude des ressources fossiles, avec le problème du réchauffement climatique dont on va commencer à parler, la mort de la nature, pour reprendre un peu l'expression de Jean Dorst, dont on va parler ensuite sous terme d'effondrement de la biodiversité, en termes d'effondrement de la biodiversité. Je pense que ce qui se dessine à ce moment-là, progressivement, c'est la perspective catastrophiste qui va vraiment devenir propre à l'écologie politique. Et la perspective catastrophiste, c'est un point de vue sur le monde et sur l'histoire et sur le long terme qui amène à penser que la civilisation industrielle n'aura duré que 2 à 3 siècles. Et qu'elle va se terminer par une forme de descente énergétique plus ou moins raide. Et donc plus ou moins violente pour nos sociétés. Et c'est là que vient se nicher la question de l'effondrement. Il y a cette question de l'atteinte des limites. Et la question de l'atteinte des limites, qui est posée par le rapport Meadows, tout de suite, mais dans un contexte où on parle beaucoup de finitude des ressources, et où ce qui va beaucoup monopoliser l'attention, c'est l'imaginaire du réservoir vide. Il y aura plus de pétrole, il y aura plus de ressources. La question des limites, elle reste vraiment comme un fil rouge de la pensée écologiste, mais en se complexifiant, sachant que ce problème de la finitude, cette limite de la finitude continue à se poser, mais vient se interagir avec le problème de la finitude des capacités d'absorption des ressources, le réchauffement climatique, d'absorption des pollutions, donc le réchauffement climatique, et puis les limites posées par la fragilité de la biosphère, la fragilité de la biodiversité. Du coup, cette écologie politique, au début, elle est quand même très radicale dans ses analyses et très, je mets des guillemets, catastrophiste. Puis, elle s'institutionnalise, on va dire, dans les années 80, 90. Et ensuite, c'est fin des années 90, début des années 2000 que renaît cette question des limites avec notamment la décroissance et les villes en transition. Je résume correctement ou... Oui, tout à fait. En fait, elle est très catastrophiste dans les années 70 parce que quand l'écologie politique arrive sur la scène politique, c'est extrêmement détonnant, c'est extrêmement dissonant par rapport aux discours qui sont portés. Et il y a eu des travaux, par exemple, de Guillaume Sainteny
sur cette période-là et qui montre à quel point les partis de gouvernement commencent par délégitimer ces questions écologiques, vont progressivement intégrer les questions environnementales sous l'angle du cadre de vie, mais vont pas du tout intégrer la question des limites. Donc, en fait, dans les années 70, l'écologie politique met beaucoup l'accent sur la question des limites et sur cette perspective catastrophiste. Dans les années 80-90, finalement, le champ politique, les partis de gouvernement vont commencer à parler d'environnement, et à partir de la fin des années 80, années 90, on va vraiment avoir la période du développement durable, qui en fait, de fait, va contribuer à intégrer la question de l'environnement à nos soucis politiques, mais en l'euphémisant et en mettant à distance cette question des limites à la croissance, et en promettant au contraire qu'on va faire les efforts nécessaires pour concilier croissance économique, croissance en général, et protection de l'environnement. Et dans les années 90, on le voit même dans l'activité éditoriale. Alors il y a un petit moment au début des années 1990 où il y a un regain d'activité éditoriale et intellectuelle et politique autour de questions comme le trou dans la couche d'ozone, ou les pluies acides, où il y a un petit quelque chose de Tchernobyl, il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas sur un discours des limites. Ce discours des limites, il revient vraiment avec l'émergence de mouvements très contestataires pour le mouvement de la décroissance, plus, disons, stratégiquement inclusifs pour le mouvement des villes en transition, deux mouvements qui ont le point commun de reparler de pics pétroliers, dont on n'avait pas parlé depuis des décennies dans l'écologie politique. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses du fait de cette question du pic pétrolier qui est de temps en temps sur le devant de la scène et puis on n'en parle plus, on se dit à la fois que il y a trop de pétrole il y a trop de pétrole encore accessible pour ne pas s'inquiéter. C'est un peu déstabilisant cette question du pic pétrolier parce qu'on ne sait pas très bien sur quel pied danser, quoi. En fait, je vais répondre sur le pic pétrolier et ça va faire écho au problème que pose aujourd'hui la notion d'effondrement. Il y a deux questions qui s'imbriquent très fortement, qui sont dans les années 2000, qui sont celles du pic pétrolier et celles du pic pétrolier imminent. C'est pas tout à fait la même question. Les deux sont liés. On va poser la question du rythme de la chose. Dans les années 2000, quand les mouvements de la décroissance et des villes en transition rebrandissent le problème du pic pétrolier en disant ça devrait nous inciter à radicalement changer notre manière de concevoir le futur des sociétés humaines et concevoir le projet écologiste, il n'y a pas de consensus sur la date du pic pétrolier. Mais circule quand même beaucoup l'idée que c'est quelque chose d'imminent, et dans les dates qui circulent, il y a souvent avant 2010 ou avant 2015. Ces pronostics-là ont été pour partie invalidé par les faits. Mais si on regarde précisément, et donc on en a retenu l'idée que, ça a été invalidé par les faits, on s'est trompé sur le pic pétrolier. Si on regarde précisément ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait exact que ça a été invalidé par les faits, c'est plus subtil que ça. Il y a eu effectivement le phénomène des gaz de schiste, il y a eu le pic des pétroles non conventionnels. Le pic du pétrole conventionnel. Voilà, le pic du pétrole conventionnel était passé. Au passage, on a eu la plus grande crise économique de l'histoire, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a gagné combien ? 10, 15, 20 ans, 25 ans, on sait pas trop. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, on a dépassé toutes les frontières climatiques, de manière assez affolante. On a continué à détruire la biodiversité parce que ces énergies fossiles sont le carburant de la destruction de la biodiversité. Il faut aussi bien voir ça. Et finalement, on a gagné un peu de temps sur la problématique du pic pétrolier en aggravant radicalement le problème côté climatique et côté biodiversité. Donc, et qu'est-ce qui va se passer après ? On aura quand même une descente énergétique. Donc le problème du pic pétrolier n'a pas été invalidé. C'est la formulation du problème du pic pétrolier, une certaine formulation du problème du pic pétrolier dans les années 2000 qui a été relativisée et invalidée par les faits. Mais c'est pas tout à fait pareil. Le problème du pic pétrolier se pose encore, et se pose dans un contexte de déstabilisation climatique majeure, et dans un problème de déstabilisation, de perte de biodiversité majeure. Alors,
pour revenir sur le mot d'effondrement, donc toi, j'ai compris que tu préférais utiliser le mot de catastrophe plutôt que celui d'effondrement. Qu'est-ce que tu penses de ce mot, d'effondrement, à la fois dans son côté très massif et puis un peu flou aussi et piégeur? Le mot d'effondrement, je pense vraiment que c'est un des moins mauvais mots dont on dispose. Le problème, c'est que y a certains effondrements qui sont objectifs, mais ce sont des choses assez anodines, comme l'effondrement d'un château de cartes. Quand on parle de l'effondrement, par exemple, d'une civilisation, on est forcément déjà dans une formulation un peu métaphorique de la chose, qui va poser question parce que ça va faire écho à toutes les théories, disons, historiques sur l'éventuel effondrement de l'Empire romain ou effondrement de l'Empire maya, qui sont discutées, voire controversées en histoire, en archéologie, etc. L'effondrement dont on parle aujourd'hui, c'est en plus l'effondrement au singulier indéterminé, l'effondrement, et ça sous-entend tantôt l'effondrement du vivant qui nous entoure, à travers l'effondrement des populations de certaines espèces, de certains ordres du vivant, donc que ce soit l'effondrement des populations d'oiseaux, l'effondrement des populations d'insectes, etc. Et puis, il y a aussi la question de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et ça va susciter beaucoup de controverses. D'abord, est-ce que c'est vraiment comparable à d'éventuels effondrements passés, si effondrements passés il y a eu? Et moi, j'ai tendance à penser que ces comparaisons peuvent être instructives, mais ont aussi leurs limites, parce que nous sommes dans une situation radicalement inédite, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu par le passé d'effondrement, entre guillemets, d'une civilisation globalisée, massivement dépendante des énergies fossiles, au point d'entraîner un réchauffement global qui va durer pour des siècles et des siècles, et de détruire la biodiversité au passage. Donc, l'effondrement dont on parle, ce sera un effondrement radicalement inédit. Et par ailleurs, l'effondrement, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, Diamond prend ses précautions, Servigne prend ses précautions, tous disent que, attention, l'effondrement, ce n'est pas une date, c'est pas forcément une date précise, ça peut aussi être une forme de déclin sur quelques années, quelques décennies, ça peut être un processus. On dit, et je le dis aussi parfois, je l'ai dit, je le redis, on prend ses précautions. Elles ne passent pas, on ne les entend pas. C'est-à-dire que le mot effondrement, parce qu'il évoque, parce que la métaphore au départ est fondée sur le château de cartes, on a l'idée d'une chute d'un bloc. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est loin d'être certain. Et donc en fait, moi je défends l'idée, qui est peut-être pas facile à manier, qu'on a une incertitude radicale sur les scénarios précis qui nous attendent et sur le rythme de ce qui nous attend. Et ça veut dire que, à mon avis, il n'y aura pas de table rase. On va être dans une espèce... Il y a plusieurs mots qui ont été utilisés pour décrire ce qui nous attend. Georges Scorogan parlait de déclin de la production d'énergie fossile, decline. Ça a été traduit par décroissance en français. Dans les années 2000, on a plus parlé de la décroissance comme projet, mais pour certains acteurs de la décroissance, comme Yves Cochet par exemple, la décroissance, c'est aussi un destin. Moi, je pense que la décroissance, c'est quelque chose qui se construit entre projet et destin, justement. Il y a une part de non négociable. La sortie des énergies fossiles, de fait, on va en sortir d'une manière ou d'une autre, à long terme ou à court terme. Et puis, il y a une part de projet qui est la marge de manœuvre dont on dispose pour essayer de concevoir, non pas des solutions, mais des réponses démocratiques, solidaires à ce problème inédit et d'une ampleur assez potentiellement paralysante, tétanisante, sidérante pour l'esprit. On a l'impression depuis quelque temps que les mouvements écologistes, les mouvements climat, les jeunes ont une envie ont besoin de radicaliser leurs pensées et leurs actions face aussi à l'inaction perpétuelle et au contexte qui non seulement ne s'améliore pas mais s'empire de jour en jour. Alors, ce qui est embêtant avec le mot de radicaliser, c'est qu'il y a plusieurs manières concurrentes de se radicaliser et de radicaliser sa pensée et de radicaliser ses actions.
Donc, je pense qu'il faut toujours essayer de préciser qu'est-ce qui se radicalise, entre guillemets. Je crois qu'effectivement, ce qui est assez frappant dans les 4 dernières années, si on prend la date symbolique de 2015, la parution de Comment tout peut s'effondrer, qui a marqué le début d'un phénomène d'intérêt médiatique sans précédent, je pense, pour cette question de l'effondrement, et de soucis, disons, de la perspective catastrophiste qui travaille nos sociétés de manière assez forte. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on voit arriver des jeunes gens, notamment, des étudiants, des lycéens, qui disent assez clairement qu'ils ont compris qu'ils vont payer cher pendant leur vie. Et c'est quelque chose qu'on commençait à sentir dans le mouvement de la décroissance et dans le mouvement des villes en transition. Quand on parlait aux jeunes gens, il y avait déjà cette idée que ça allait être de leur vivant. On était déjà en train de passer d'une rhétorique des générations futures. Il faudrait sauver le climat pour nos petits-enfants, à une rhétorique des générations présentes. C'est-à-dire comment ça va impacter ma vie? Quel projet professionnel je peux concevoir là-dedans? Quel projet personnel je peux concevoir là-dedans? Quelle vie je peux espérer pouvoir mener? Est-ce que ça a un sens de faire des études? Est-ce que ça a un sens de fonder une famille? Est-ce que ça a un sens de penser à une carrière professionnelle? Donc ce sont des questions très intimes qui viennent bousculer en fait les jeunes générations de manière assez différente de la manière dont ça bouscule les générations plus âgées. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que je ne sais pas si c'est une manière de radicaliser la pensée, mais en tout cas, je crois qu'il faut acter que une grande part de ces jeunes générations ont compris, et qu'en fait, ça ne sert à rien d'euphémiser le diagnostic écologiste pour ne pas leur faire peur. C'est-à-dire qu'ils ont compris. Et d'une certaine manière, et là je reprends un peu les propos de Mathilde Chouba, qui travaille aussi sur ces questions-là, si on ne leur dit pas franchement le diagnostic, on ne paraît pas sérieux. C'est-à-dire que on passe pour un mou, on passe pour un apôtre du développement durable, rassurant, un peu infantilisant. Il y a quelque chose d'infantilisant à sans cesse rassurer, à euphémiser les diagnostics. Donc la question qui se pose différemment maintenant, c'est que on voit monter des jeunes générations qui sont, pour certaines parties convaincues, pour certaines parties conscientes, pour certaines parties qui se posent la question. Donc il y a des degrés divers de radicalité du diagnostic de ce point de vue-là, mais qui sont en tout cas bonne partie conscientes qu'elles vont devoir se confronter aux conséquences de la finitude des ressources et aux conséquences du réchauffement global de leur vivant. Et ça change radicalement les choses, en fait. Tu analyses le catastrophisme comme un phénomène idéologique, comme un moment de la pensée de l'écologie politique, mais en fait, est-ce que la pensée écologique, elle n'est pas forcément catastrophiste? Justement, c'est ce que tu disais, si on euphémise, on n'est pas sérieux, mais voilà. Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai envie de répondre oui, forcément, elle est catastrophiste. Forcément, parce que c'est une pensée du basculement. Alors, quand je dis catastrophisme, tout à l'heure, tu disais, on met des guillemets, effectivement. Le catastrophisme, c'est souvent réduit à une fascination un peu pathologique pour le désastre, paralysante, démobilisatrice, etc. Moi, je dis que non, le catastrophisme, c'est une pensée politique du basculement à potentiel apocalyptique, dans lequel nous sommes pris, et dans lequel notre lot est d'essayer de concevoir des réponses démocratiques, de solidarité, de paix, de justice écologique, de justice climatique, de justice sociale, etc. Donc moi, je pense que oui, forcément, quand on regarde les indicateurs, c'est l'intérêt de travailler avec les sciences de la nature, c'est l'intérêt d'être dans une démarche interdisciplinaire et de pas être juste sur l'histoire des idées. On voit que les indicateurs climatiques sont quand même très rudes, que les indicateurs de biodiversité sont très rudes, que la finitude des ressources, c'est pas une théorie, c'est une réalité qui va se traduire de manière différente, voilà, en fonction des interprétations, en fonction des scénarios. La pensée écologiste, de ce point de vue-là, elle est catastrophiste. Mais en même temps, si on est rigoureux dans l'analyse des idées, des discours, on voit qu'il y a eu des interprétations plus euphémisées
discours écologiste. Alors Andrew Dobson, par exemple, lui proposait de faire une différence entre écologisme et environnementalisme. Ouais. L'écologisme étant une pensée écologiste assez radicale et distincte dans le paysage des idéologies politiques contemporaines, distincte par le fait qu'elle assume la conviction qu'il y a des limites à la croissance et que cela change radicalement ce qu'est la démocratie, ce qu'est le projet démocratique, ça le change, ou ça pourrait le changer, ou ça devrait le changer. Et puis l'environnementalisme, c'est plus une approche managériale ou gestionnaire des problèmes d'environnement qui va en gros vous faire remplacer votre frigo pourri par un frigo à plus, ou qui va vous faire isoler votre maison, mais sans changement radical du projet de société. Ouais, avec qui va se concentrer sur les aménagements techniques. Ouais. L'environnementalisme n'apporte pas de vision systémique et n'analyse pas les fondements de notre modèle de société, les rapports de pouvoir, de domination et l'entrecroisement des problèmes écologiques, sociaux, contrairement à l'écologie au sens très plein du terme. En fait, de ce point de vue-là, l'environnementalisme, alors on parle par idéotype, mais de ce point de vue-là, l'environnementalisme, parce qu'il propose des solutions techniques, finalement, qui sont dans la continuité du progrès technique, simplement réorientées vers l'efficacité, cet environnementalisme évacue la problématique des limites à la croissance, qui sont des limites matérielles, qui sont des limites sociales, qui sont aussi des limites temporelles, c'est-à-dire que la société que nous connaissons actuellement ne va pas durer éternellement. Nous n'allons pas durer éternellement en tant que civilisation thermo-industrielle. Et donc ça évacue cette espèce de vertige ontologique ou de vertige existentiel qui peut saisir l'écologiste au moment où il s'interroge sur le sens et sur le caractère transitoire de l'aventure industrielle sur le petit bout de caillou qu'est la planète Terre dans un recoin de l'univers perdu dans l'immensité des temps géologiques. Et que depuis 20 ans, on nous dit que la croissance durera, rassurez-vous. Pour parler un petit peu de la question des peurs et des émotions suscitées par ce potentiel de catastrophe. Donc, bon, la pensée un peu dominante est que trop susciter la peur, trop parler d'apocalypse et de catastrophe, ce serait donc démobilisant, ou ça pourrait provoquer de la sidération, de la paralysie, et que ça inhiberait l'action. A priori, donc toi, c'est pas ce que tu as vraiment pu constater sur le terrain, puis au sein des mouvements que tu as étudiés. En fait, quand on dit que la peur démobilise, souvent, c'est notamment en matière d'écologie politique, c'est un propos qui a beaucoup été porté, disons, de manière philosophique et théorique. Effectivement, la peur démobiliserait parce que du coup, c'est plus la peine de se mobiliser parce que tout est perdu, ou bien... c'est le aquabonisme. Voilà, ouais. C'est ça. Mais je pense qu'avec une approche davantage inspirée par la sociologie des mobilisations, si on regarde les mobilisations écologistes, si on regarde les mobilisations écologistes les plus dynamiques, si on regarde les parcours de vie des militants, on voit que la peur est présente. C'est un constat tout bête, mais ça consiste à dire que la peur fait partie des mobilisations écologistes. Ça ne veut pas dire que les mobilisations écologistes se résument à la peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire peur pour qu'il y ait des mobilisations écologistes. Ça veut dire que ça fait partie de la vie écologique, des mobilisations écologistes, ça fait partie de l'écologie politique. Et à partir de là, on peut pas dire que c'est des mobilisateurs. C'est plus compliqué que ça. C'est plus imbriqué. Et moi, je recite toujours la phrase de Rob Hopkins parce que je la trouve vraiment éclairante. Quelque part, si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas compris. D'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'il faut faire peur pour que les gens bougent. Ça veut dire que, je crois effectivement que si on regarde froidement, lucidement ce qui nous attend, à moins d'être vraiment extrêmement philosophe et d'avoir totalement accepté l'idée de la mort et de la souffrance, oui, il y a des moments, oui, ça bouscule. Enfin, c'est pas forcément de la peur, ça peut aussi être de l'angoisse. Alors il y a certains chercheurs, moi je fais pas trop ça, mais parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais c'est extrêmement intéressant aussi d'essayer de travailler sur les nuances d'émotions négatives que va susciter cette perspective catastrophiste. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être du désespoir. Puis il y a la peur, excuse-moi, je te coupe, mais la peur du futur,
Mais il y a aussi l'angoisse vis-à-vis du présent et de ce qui se passe ailleurs dans le monde pour d'autres populations humaines, non humaines. Oui, c'est pas forcément une angoisse auto-centrée. D'autant plus si on se dit que jusqu'à un certain point, en France, en 2019, on est encore relativement protégé. Non, ça peut aussi être une inquiétude, disons, il y a toute une palette d'inquiétudes. Il faut pas écraser les sentiments catastrophistes sous un seul mot, que ce soit nostalgie ou peur ou perspective catastrophiste. Il faut bien voir qu'il y a toute une palette d'émotions. Ça peut être une peur vis-à-vis pour soi-même, ça peut être une peur pour ses enfants, ça peut être une peur plus générale pour les générations futures, pour le sens de l'humanité, pour le sens de l'existence humaine, ça peut être une peur pour les non-humains, ça peut être une peur pour les plus pauvres de la planète qui sont les plus exposés aux risques liés à la crise écologique jusqu'à un certain point. Voilà, ça peut être de la colère aussi. Ça peut être de la colère fondée sur le refus de voir se concrétiser ce que certains appellent suicide de l'humanité, et ce qu'à mon avis il serait plus juste d'appeler crime, meurtre de l'humanité. Là je reprends en fait l'expression de Günther Anders qui dit parler de suicide de l'humanité en cas de guerre nucléaire, c'est un non-sens, parce que l'humanité ne décide pas de se suicider. Dans un suicide, il y a une similitude du décideur et de l'acteur et de la victime. Günther Anders dit si quelques personnes appuient sur le bouton atomique, il y aura un meurtre de l'humanité. Et je pense que dans la crise écologique, c'est pareil. À partir du moment où il y a des gens qui refusent ce destin, ou qui voudraient refuser ce destin, ou cette perspective, on n'est pas dans un suicide de l'humanité. On est dans une dynamique complexe pouvant se rapprocher tantôt du suicide, tantôt du meurtre, et entraînant avec nous l'extinction d'une grande part du vivant, d'espèces. Donc ça aussi, ça peut générer de la colère, ça peut générer un sentiment de frustration. Il y a toute une palette d'émotions qui font partie de la vie de l'écologie politique. Et donc, j'en reviens à la question sur les émotions et la peur. Ça fait partie de la vie de l'écologie, et je pense que c'est un des facteurs d'engagement et de mobilisation. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Ce qui est intéressant dans le mouvement de la décroissance, dans le mouvement de la transition, ce que ça nous apprend aujourd'hui, c'est que il y a des mouvements qui sont depuis 15 ans maintenant, où les militants sont depuis une quinzaine d'années aux prises avec ces problématiques-là, avec la part de peur et d'angoisse que peut susciter cette perspective catastrophiste, et en même temps la nécessité d'articuler ça avec des espaces de lutte politique, de projets politiques, de réponses politiques à apporter à cette situation. Parce que nous sommes dans un processus catastrophique à potentiel apocalyptique, mais tant qu'il n'est que à potentiel apocalyptique, ce que peut faire la démocratie, c'est essayer de s'emparer de ce problème, d'en parler. Si on n'en parle pas, il peut pas y avoir de délibération, il peut pas y avoir de réponse démocratique. En parler, même si ça fait peur, pour essayer de dépasser cette peur, de produire des réponses à la hauteur des enjeux, de les produire collectivement, de les produire dans un souci de protection des plus vulnérables, de protection des minorités, c'est ça aussi la démocratie, dans un souci de partage des efforts de sobriété. Et je pense que la peur fait partie du problème, n'est pas le problème, fait partie de la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au début du XXIe siècle, en 2019. Il y a aussi, on entend souvent aussi l'idée que faire peur, ça permettrait, dans un futur plus ou moins proche, de légitimer les pires décisions politiques, de restreindre les droits, les libertés, sous couvert de, justement, de l'urgence à changer brutalement. L'idée, du coup, d'un autoritarisme, encore une fois avec des guillemets écologiques, qui se profilerait si on continue à agiter ces peurs. Alors, la peur, c'est pas un bien absolu. Ce que je dis, c'est que c'est pas un mal absolu. Il faut avoir une approche plus nuancée du rôle des émotions, dont la peur dans les mobilisations, et notamment dans les mobilisations écologistes, et dans la formulation d'un projet écologiste. Il n'y a pas de lien mécanique entre la peur et l'émergence d'une réponse démocratique à la crise écologique, évidemment. De même qu'il n'y a pas de mécanique il n'y a pas d'effet mécanique de la pédagogie des catastrophes. Ah, il y a une catastrophe, donc nous prenons conscience et nous devenons écologistes. Il y a un travail politique qui se niche là-dedans.
Le travail politique, ça veut dire fournir des explications, lutter pour diffuser ces explications, ces interprétations de ce qui est en train de nous arriver, pour faire émerger des réponses démocratiques plutôt que des réponses autoritaires. C'est vrai que parfois la peur peut être utilisée pour manipuler. C'est vrai, ce serait absurde de le nier. Pour autant, ça ne veut pas dire que la réponse, c'est il ne faut pas faire peur, il faut éviter de faire peur. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que la crise écologique va susciter des émotions telles que la peur, qui risquent d'être manipulées, mais la solution n'est pas de les refouler pour autant. Alors sur la question de l'autoritarisme, avec tous les guillemets écologiques ou de la dictature verte, effectivement c'est une question récurrente. Moi j'ai toujours tendance à répondre que je ne crois pas à la possibilité, même théorique, d'une dictature verte. Une dictature verte, par définition, ce serait une dictature. Alors, qui serait le dictateur ? Là, je me pose bien la question, parce que c'est pas 5% de non-violents qui vont faire une dictature. Je parle des mouvements écologistes. Une dictature qui imposerait des mesures radicales, extrêmement impopulaires, notamment au nom des générations futures et des non-humains. Ce serait ça une dictature verte. Puisque pour être vert, il faut prendre en compte les générations futures et les non-humains. C'est pas comme ça que fonctionne une dictature. Ce à quoi je crois davantage et ce que je crains davantage, ce sont des dérives autoritaires, des dérives technocratiques, des dérives potentiellement totalitaires, pourquoi pas, l'avenir n'est pas écrit, qui seraient forcément contraintes de s'intéresser à la gestion de ressources finies en voie de raréfaction, dans un contexte d'extrême déstabilisation climatique, par exemple, et qui utiliseraient un discours vaguement vert pour ça. Mais en fait, je pense que ce serait plus proche des dictatures et des régimes autoritaires classiques que véritablement une nouvelle dictature verte. Je pensais à quelque chose aussi, c'est en fait quand on prend conscience de l'état des choses, les limites planétaires, le pic pétrolier, tout ça, il y a deux directions un peu opposées qui peuvent être prises, soit quelque chose de très collectif et assez positif sur le côté ville en transition. Et dans Ville en transition, il y a Ville aussi, donc c'est assez notable. Et de l'autre côté, le versant survivaliste, qui finalement, j'ai l'impression, a quand même les mêmes fondements, enfin en tout cas la même prise de conscience, mais qui est pour le coup très individuel ou familial et en repli et à l'extérieur des villes. Enfin, souvent. Enfin, je connais pas très bien le mouvement survivaliste en fait. Mais... Alors, le mouvement des villes en transition, il y a eu un problème de traduction. Ouais. En fait, on parle des transition towns au départ. Et towns, c'est plutôt les bourgades en anglais. Donc, Totnes, où a été lancé ce mouvement, c'est 8-9 000 habitants. Et c'est vrai que l'imaginaire du mouvement des transition towns au départ est très marqué par cet imaginaire de la campagne britannique, finalement, qui est une campagne assez fortement anthropisée et dont on pourrait imaginer qu'elle permettrait des relocalisations, bon an mal an, un peu chaotiques au départ, mais finalement, voilà. Sachant qu'assez vite, quand même, la question s'est posée, le fait que cet objectif de résilience locale dans les petites bourgades serait forcément impacté par le fait que, pas très loin de là, il existe de très grandes villes qui, elles, ne peuvent pas être dans de telles dynamiques, ou en tout cas de la même manière et à ce point-là. Donc, c'est pas des villes en transition. En fait, c'est des transition towns, c'est des initiatives de transition dans des contextes géographiques très divers qui partagent le point commun de dire que les approches individuelles ou individualistes de la question sont vouées à l'échec. En gros, les survivalistes individuels vont survivre un peu plus longtemps. Ouais. Il n'y a que de résilience que collective. Il n'y a de résilience que collective. Nous y arriverons tous ensemble ou nous n'y arriverons pas. C'était ce que disait Rob Hopkins. Finalement, moi, je suis plutôt assez d'accord avec ça. Dans des situations très compliquées, très dures, on va dire même, hein, pour pas être dans l'euphémisation permanente. Dans les situations très dures qui nous attendent, forcément, il va y avoir la tentation du repli et de la violence. Le livre de Harald Welzer sur les guerres du climat, à mon avis, le titre est pas très bon parce que c'est pas seulement de ça dont il parle, mais ce dont il parle plus fondamentalement, Harald Welzer, son livre est très intéressant de ce point de vue-là, c'est la banalisation et l'habituation à la violence en temps
de crise, en temps de guerre notamment. Et c'est quelque chose d'assez affolant, ça peut aller très très vite. C'est un risque, effectivement. Et ce qui va distinguer des approches survivalistes, des approches comme le mouvement des villes en transition, c'est de concevoir qu'il y a quand même une forme de devoir éthique, moral, démocratique, et donc un minimum de confiance quand même en la capacité des collectifs humains à essayer de produire des réponses qui ne soient pas barbares aux situations difficiles. Alors il y a des théoriciens, des historiens qui disent que non, on dérive toujours vers la barbarie, et d'autres qui disent non, qui sont très optimistes, non, il y a de l'entraide, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des luttes politiques, il y a des conflits de cadrage. De plus vient se greffer là-dessus le problème que ce sera un problème d'ampleur inédite. On n'a pas idée précise du rythme à laquelle tout ça va se passer, de ce qui va craquer en premier, on ne sait pas. Je pense que quel que soit le scénario qui se concrétise, je vais le dire de manière un peu rapide, en fait, quel que soit le contexte difficile, il y a toujours des démocraties à réinventer. C'est ça qui est... Je pense pas que ce sera des démocraties comme celles qu'on a connues. Mais il y a un peu un esprit de la démocratie, qui est que tant qu'il y a des gens qui vont essayer de discuter pour faire émerger des réponses avec un minimum de solidarité, d'égalité, de liberté, de fraternité, bon, voilà, je le dis, il y a des démocraties à réinventer. Tant qu'il y a des gens qui essayent de faire ça plutôt que de se mettre sur la gueule pour les dernières ressources. Et la démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, c'est pas seulement les institutions, c'est aussi tout un ensemble de mesures de protection, et par exemple l'habeas corpus, le refus de l'enfermement arbitraire, le refus de la torture, le respect du corps, l'abolition de la peine de mort, des choses comme ça. C'est pas lié au pétrole. Ça peut être des choses qu'on peut souhaiter maintenir par-delà les problèmes qui nous attendent, même si d'autres formes de liberté, entre guillemets, comme la liberté de consommer, la liberté de prendre l'avion, vont devoir être révisées à la baisse ou revues radicalement pour l'avion. Quelle est, toi, ton intuition sur comment les choses peuvent se dérouler? Est-ce que tu te fais des scénarios? Moi, j'essaye de ne pas avoir d'intuition, en fait, parce que je pense qu'il y a trop d'incertitudes. Alors forcément, comme tout le monde, j'ai mais j'essaye de pas me focaliser là-dessus. Paradoxalement, c'est difficile à tenir l'idée qu'on n'a pas de certitude absolue. Parce que je n'ai pas envie, en disant ça, d'avoir l'air d'euphémiser le problème. Ah oui, tout ça est incertain. Ah bon, alors peut-être qu'il y a des solutions qui vont... Non. On a une incertitude radicale sur les scénarios, sur les rythmes. La perspective catastrophiste pose quand même une part de certitude. Qu'on va sortir des énergies fossiles par une forme plus ou moins raide de descente énergétique, peut-être même tellement raide qu'elle confine à la falaise énergétique. On ne sait pas trop. Elle pose une certitude et elle pose un délai. Ça va pas durer éternellement. Combien de temps ? Je ne sais pas. En 2005, 2006, 2007, il circulait beaucoup dans les mouvements de la décroissance l'idée que le pic pétrolier, ça commencerait dès 2010. De fait, ça n'est pas arrivé. Je pense que le diagnostic reste juste sur le fond. Il y a une question du rythme qui est plus compliquée que ce qu'on pouvait penser à l'époque. Ça peut aller très vite. Ça peut aller même très très vite. Les bombes atomiques, c'est quelques minutes pour traverser les océans. Ça peut aller très 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 vite. Ça peut aussi être beaucoup plus lent, avec des à-coups. On ne sait pas. Et moi, j'essaie de m'en tenir à ça. On ne sait pas. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se battre déjà pour essayer de minimiser le potentiel apocalyptique de ce qui nous attend. Et il y a plein de manières de se battre, il y a plein de manières de s'engager. On ne peut pas toutes les faire. On est un peu contraint de choisir. On va choisir différemment en fonction de sa situation sociale, en fonction de ses convictions personnelles, en fonction du degré d'espoir qu'on place ou non en l'humanité, ou en les collectifs humains, ou en notre société. On va poser des réponses différentes aussi, à mon avis, en fonction de son âge, en fonction de sa disponibilité biographique ou non, à telle ou telle forme d'engagement. On va voir des gens qui tentent des choses assez radicales et qui vont ensuite essayer des formes plus conventionnelles, d'autres qui vont faire l'inverse. Donc les trajectoires individuelles sont très compliquées, s'entrecroisent. Mon intuition, c'est que les choses vont beaucoup changer. Voyons, je suis né en 1982.
mon espérance de vie moyenne, théoriquement, toutes choses égales par ailleurs. Je ne pense pas que les choses seront toutes choses égales par ailleurs, mais devrait théoriquement me mener vers 2055-60. Bon, je pense que c'est un laps de temps largement suffisant pour que les choses changent très 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 fort. Voilà, moi je m'en tiens là. Donc c'est de mon vivant. Dernière question pour conclure. Avec tout ça, comment cultiver la joie au quotidien ? Alors, une des choses qui était récurrente dans mes travaux, c'était de constater le poids psychologique que ça peut constituer de se confronter au quotidien avec ces problèmes qui, pour reprendre encore un mot de Gunther Anders, sont des problèmes supraliminaires. C'est trop gros pour nous. C'est trop gros pour nous. C'est trop gros pour... Et il y a de quoi devenir dingue, en fait. Il y a de quoi devenir dingue. Ce sont des milieux politiques, les réseaux, disons, à dimension catastrophiste, où il y a beaucoup de... C'est pas chiffré. Je pense qu'il y a beaucoup de dépression. Je pense qu'il y a beaucoup de mal-être et de malaise psychologique. C'est pas de la faute de ces mouvements. Je pense que c'est parce que les gens qui ont le courage de se confronter à cette perspective s'exposent à des données qui provoquent du malaise. Au sein des scientifiques aussi. Chez les scientifiques aussi, c'est très fort, oui. Et ben en fait, il n'y a pas 36 solutions face à ça. Il faut je pense que il y a deux types d'actions, deux manières d'être qui vont ressortir pour essayer de minimiser cela. C'est d'abord l'action. Donc ça, c'est assez bien prouvé. Je crois que c'est dans le mouvement des villes en transition, pour moi, c'est un des résultats de mon travail, c'est que la perspective catastrophiste n'est pas forcément paralysante, n'est pas forcément démobilisatrice, si on a des espaces collectifs d'action qui viennent se greffer là-dessus. Des espaces collectifs d'action. Parce que on se confronte collectivement à cette perspective. On est une espèce qui parle, on est une espèce de langage, et le langage est une des manières d'évacuer du stress et de pouvoir transformer la sidération en action. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, d'un point de vue plus individuel, se préserver des moments de vie à soi, avec ses proches, pour s'amuser, pour faire la fête. Il n'y a pas besoin de pétrole pour ça. Le faire sans participer à la catastrophe en cours, sans aggraver la catastrophe en cours. C'est-à-dire... Allez pas aller aux Bahamas. Allez pas aux Bahamas pour le week-end, quoi. Voilà. Mais en revanche, ils ont... Enfin, je suis gêné parce que c'est tout bête. Il va passer du temps avec des amis. Ouais, passer du temps à des choses du quotidien qui font plaisir. Voilà, parce qu'on ne peut pas... Je pense vraiment, c'est ça la supraliminarité aussi. Ces phénomènes trop gros pour nous. On ne peut pas vivre en étant catastrophiste 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça rend dingue. Merci beaucoup, Luc. De rien. Merci beaucoup à Luc Semal pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre écoute. N'hésitez pas à partager les épisodes s'ils vous ont plu. Vous pouvez aussi retrouver des ressources pour approfondir les sujets sur le site présage.fr. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.